Je vais maintenant vous présenter donc Jean-Pierre Changeux. Donc Jean-Pierre Changeux est neurobiologiste. Il est né en 1936. Il a été élève de l'École normale supérieure, est agrégé de sciences naturelles et docteur ès sciences. Il est professeur au Collège de France, à la chaire des communications cellulaires, et professeur à l'Institut Pasteur, où il dirige le laboratoire de neurobiologie moléculaire. Concernant son parcours, depuis 1979, il est président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Depuis 1989, il est président de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national. Ses spécialités: il a effectué des recherches sur les protéines allostériques, sur le récepteur de l'acétylcholine depuis 1966 et sur le développement du système nerveux depuis 1973. Concernant ses publications, il a exposé les résultats de ses travaux dans plusieurs ouvrages, notamment dans L'homme neuronal, paru chez Fayard en 1983, et dans L'homme de vérité, paru aux éditions Odile Jacob en mars 2002. Voilà, Jean-Pierre Changeux, je vous laisse la parole pour une 50aine de minutes, après quoi nous aurons un débat avec le public d'une 20aine de minutes. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je tiens également à remercier M. Michaud pour son invitation et aussi, je pense, pour le titre, Les universaux de la pensée. Et nous allons cheminer ensemble sur ce thème. Et pour commencer, essayer de définir ce qu'on vient d'appeler par universaux. Il s'agit d'un problème médiéval du statut des termes universels ou universaux qui s'étendent à l'univers tout entier ou qui s'étendent à l'ensemble des êtres ou des idées que l'on considère et que se distinguent donc des particuliers. Cette notion est en grande partie due à Albert le Grand, qui, au Moyen-Âge, donc, présenta trois manières de considérer les universaux. Ce qu'il appelait antérème, en tant que cause universelle, possédant d'avance la totalité de ses effets causés. In re, en tant que nature commune reçue dans les particuliers. Et post rem, en tant qu'intention formelle et concept simple de l'esprit séparé du particulier par abstraction. Cette présentation des universaux dans leur définition de la pensée maintenant, hier, a été, selon moi, posée en termes très précis par Descartes à propos de la relation de l'âme et du corps, car la distinction ou diversité que je remarque entre la nature étendue et celle d'une chose qui pense, qui ne me paraît pas moindre que celle qui est entre des os et de la chair. Le curé Mélier, dès la fin du XVIIe siècle, nous dit « Et pour faire que la matière d'une pierre ou d'un amas de sable commence à penser, il faut qu'elle se change, qu'elle se modifie et qu'elle se transforme. » Le terme est absolument essentiel, en animal, en homme vivant. Dans ces conditions, l'organisation suffirait-elle donc à tout? Oui, encore une fois, écrivait la Métrie dans l'homme-machine. Aujourd'hui, si on reprend les définitions d'Albert le Grand et qu'on s'inspire de cette vision, je dirais prophétique, des philosophes du XVIIe siècle, on peut dire que, en thérème, les universaux vont concerner la réalité physique du monde extérieur, la matière et ses régularités, la res extensa de Descartes. In re, c'est-à-dire les objets, les êtres issus de l'évolution de l'univers, de l'évolution des espèces, en particulier le cerveau de l'homme, qui présente une organisation ou conformatio commune aux membres de l'espèce Homo sapiens, et ce qu'il appelle post-rem, les représentations communes ou concepts qui se forment dans le cerveau de l'homme et s'organisent en pensée, c'est-à-dire la res cogitans. Notre proposition générale, pour l'ensemble des réflexions qui vont suivre, est que le cerveau de l'homme est donc matériel. Je vous ai mentionné les prémices philosophiques du temps de Descartes et je vous ai donné les définitions actuelles. L'idée étant que ces universaux de pensée, bien entendu, se développent
apparaissent à partir de l'organisation de notre cerveau. Et cette organisation du cerveau de l'homme, elle se construit au cours de l'évolution. Elle est ce que j'appelle la synthèse d'évolutions multiples. D'abord, l'évolution des espèces au niveau du génome. Et cette évolution va mener d'ancêtres communs avec les singes actuels, avec l'Homo habilis. Vous savez qu'on a trouvé récemment même un ancêtre plus ancien que l'Australopithèque et bien entendu que l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'Homo sapiens. C'est d'ailleurs nous. Ce cerveau se développe au cours du développement embryonnaire. C'est le développement ontogénétique, ce que l'on peut convenir d'appeler par épigénèse, alors que l'évolution des espèces, elle, se situe au niveau génétique, en jour en année. Vous voyez illustré très clairement ici. Et puis, la formation des connexions entre cellules nerveuses qui vont composer notre cerveau, et là encore, une évolution de la connectivité qui, elle, va se produire avant, mais aussi et surtout après la naissance, puisque le bébé de l'homme naît avec un contingent de connexion qui est la moitié de celui de l'adulte. Donc, des évolutions multiples, emboîtées, qui correspondent à ces niveaux d'organisation de la matière, de la molécule à la cellule nerveuse, de la cellule nerveuse au circuit, des circuits aux assemblées de neurones et aux assemblées d'assemblées de cellules nerveuses. Et c'est à ce niveau que va se réaliser une dynamique de la pensée avec des changements d'efficacité des connexions dans des domaines de temps qui vont de la dizaine à la centaine ou à plusieurs centaines de millisecondes. Et bien entendu, le gène de l'homme se développe dans un groupe social, est imprégné d'une culture. Il y a des changements qui se produisent, je vais y revenir, au niveau de cette connectivité au cours de son enfance et au cours, bien entendu, de sa vie adulte. Et là, ce sont des changements qui vont depuis les changements d'efficacité entre connexions jusqu'à des périodes d'évolution historique de centaines de milliers d'années. Au cours de ces évolutions emboîtées, des universaux vont être sélectionnés, qui bien entendu vont d'abord, dans un cadre darwinien, assurer la survie de l'individu, mais aussi, c'est un aspect que nous aurons à discuter à la fin de cet exposé, la survie des groupes sociaux, et pour terminer, je pense, très sérieusement, la survie de l'humanité. C'est-à-dire que nous allons revenir de l'individu Homo sapiens à l'humanité constituée par l'ensemble des individus Homo sapiens. Universaux qui vont se situer, compte tenu de ces divers niveaux d'organisation que j'ai présentés il y a une minute, au niveau du génome, des gènes, l'évolution biologique, qui vont déterminer l'anatomie et l'organisation du cerveau, ses dispositions fonctionnelles, physiologiques et psychologiques. Mais un point absolument central qui a déjà dû être présenté par ceux qui se sont intéressés au génome, mais aussi peut-être à l'évolution culturelle, une variabilité locale qui est tout aussi importante. C'est-à-dire qu'il y a une universalité du génome humain, mais aussi une variabilité de ce génome, qui est une variabilité génétique, mais aussi et surtout, et ça nous allons en reparler, une variabilité épigénétique et fonctionnelle qui va conduire à cette dynamique de la pensée que j'ai introduite tout à l'heure. Et je dirais même que cette variabilité fait partie intégrante des universaux. C'est un universel à lui-même, à lui seul, qui permet l'évolution et qui évite que nous ayons à concevoir l'homme, la nature, l'univers, dans un cadre fixiste comme l'était la Scala Naturae au temps d'Aristote. Je subdiviserai mon exposé en plusieurs parties. D'abord, cette question de l'universalité génétique et anatomique du cerveau de l'Homo sapiens. Ensuite, la question de l'épigénèse et la variabilité que j'ai déjà introduite. Et nous nous interrogerons sur l'invariance des représentations du monde extérieur.
Nous débattrons ensuite de la question de la conscience et de l'organisation de ces représentations en pensée. Et j'essaierai d'élaborer avec vous la notion de règle épigénétique, c'est-à-dire des universaux construits par l'homme sur la nature et sur lui-même, bien entendu. Ensuite, nous essaierons de voir ensemble comment ces universaux de pensée peuvent être communiqués à travers le groupe social et comment peut apparaître une diversité culturelle, mais néanmoins, et c'est ça le paradoxe, une intercompréhension entre tous les membres de l'espèce humaine, quelle que soit leur culture. Et nous arriverons à un point qui me tient toujours beaucoup à cœur, qui est l'universalisation des connaissances et l'authentique universalité des savoirs scientifiques. D'abord, l'universalité génétique et anatomique du cerveau de l'homme. Vous avez dû avoir des exposés sur la séquence complète du génome humain. Vous savez qu'elle a été pratiquement complètement identifiée, ce n'est pas tout à fait complet, mais presque, l'année dernière. Et on constate qu'il y a, au niveau de notre génome, un contingent de 3,2 milliards de paires de bases, soit 30 à 40 000 gènes, qui constituent notre génome et qui déterminent toutes les protéines, les molécules qui sont dans notre organisme. C'est-à-dire que les protéines qui composent notre cerveau se trouvent parmi celles-là. Cela correspond d'ailleurs à une petite fraction, 1 à 4% de la séquence totale, c'est 40 000 gènes, 30 à 40 000 gènes. Pour la raison que, d'abord, on ne sait pas trop à quoi servent ces séquences non codantes, mais qu'il peut y avoir aussi parmi celles-ci des éléments qui contribuent à la régulation d'expression des gènes. Et je reviendrai là-dessus. Il ne suffit pas de savoir que dans notre génome, il y a les déterminants de 30 000 gènes, il y a 30 000 protéines qui sont déterminées par ces gènes, mais il faut savoir comment elles s'associent, comment elles se combinent entre elles, et je reviendrai sur ce point, bien entendu, pour comprendre comment s'organise, parce que ce mot organisation qui fait référence à la maîtrise est évidemment central pour nous, parce que c'est cette organisation qu'il nous faut comprendre pour aborder la pensée et son expression par le cerveau de l'homme. Environ 60% des gènes exprimés dans le cerveau, de ces gènes sont exprimés dans le cerveau. Vous savez qu'il y a plusieurs milliers de maladies génétiques dues à des mutations de ces gènes, dont certaines altèrent les fonctions de notre cerveau. Mais il faut aussi savoir que ce génome ne s'est pas construit à partir de rien, puisque nous sommes issus d'organismes proches des singes actuels, qui eux-mêmes dérivés de mammifères primitifs, qui eux-mêmes sont issus de reptiles particuliers, qui sont issus d'amphibiens, qui sont issus, etc., qui sont issus d'invertébrés, qui ont donné naissance au phylum des vertébrés, qui eux-mêmes peuvent être proches des vers actuels, et qui eux-mêmes sont issus d'organismes monocellulaires, et on connaît les levures, qui eux-mêmes sont dérivés de bactéries, qui eux-mêmes sont apparus sur Terre par des réactions physico-chimiques qu'on ne connaît évidemment pas très bien, mais qu'on imagine à ce stade. Donc nos gènes ne sont pas apparus un beau jour. Ils résultent d'une longue évolution qui a commencé il y a plusieurs milliards d'années, et l'évolution du cerveau du singe à l'homme s'étant produite dans les 4 à 7 derniers millions d'années. Donc vous voyez des périodes de temps très longues pour l'évolution de la vie et relativement courtes pour l'évolution du cerveau. Alors il y a, bien entendu, là aussi une importante variabilité individuelle, un polymorphisme, et on peut dire que d'un génome à l'autre de 2 individus différents, il y a environ 1 à 2 millions de paires de bases différentes. Vous voyez qu'il existe une grande variabilité génétique entre individus, qui fait partie, d'ailleurs, comme je disais, de ce potentiel évolutif des espèces. Et la distance génétique entre le chimpanzé et l'homme est seulement 25 à 60 fois
celles qui existent entre individus dans des diverses populations humaines actuelles. Donc nos ancêtres, les chimpanzés, sont relativement proches de nous sur le plan génétique. Alors, qu'est-ce que détermine ces gènes dans notre cerveau? Des briques élémentaires, des molécules, vous en avez une ici, de récepteurs, qui entrent dans la composition des contacts entre cellules nerveuses qu'on appelle des synapses, qui eux-mêmes résultent du rapprochement de prolongements axonaux ou dendritiques que vous voyez ici, qui caractérisent la cellule nerveuse par justement ces arborisations multiples qui permettent à ces neurones, il y en a au moins 10 milliards, entre 10 et 100 milliards dans notre encéphale, de se connecter entre eux, de constituer des réseaux d'une extrême complexité dans lesquels circulent des signaux électriques ou des signaux chimiques avec ces neurotransmetteurs, dont l'acétylcholine qui a été mentionnée tout à l'heure. Ici, il s'agit du récepteur de l'acétylcholine, qui est une molécule que nous avons identifiée dans le laboratoire en 1970. Donc vous voyez qu'on part des molécules, des atomes, de la matière, et puis on construit une membrane, des contacts entre cellules nerveuses, des cellules nerveuses qui forment des réseaux qui forment l'ensemble de notre cerveau, avec bien entendu d'autres types de cellules et aussi des signaux chimiques et électriques qui circulent dans ces réseaux. La complexité de ces réseaux évolue donc du singe à l'homme. Vous avez ici le macaque et le chimpanzé avec organisation de réseaux hiérarchiques et parallèles, et en particulier, ce qui va nous intéresser beaucoup pour la pensée chez l'homme, un accroissement considérable de cette partie qui se trouve en avant du cerveau, qui est le cortex préfrontal, partie critique du développement de à la fois la conscience et la pensée, au point que le neurologue russe Alexandre Luria l'appelait l'organe de la civilisation. Alors cette évolution par complexification croissante donc, de notre cerveau pose un problème à ceux qui s'intéressent au génome et donc à l'origine de la pensée chez l'homme. Et je ai dit que cette origine était liée à la complexité du cerveau, à l'accroissement de cette complexité. Seulement, si on regarde maintenant le nombre de gènes qui existent dans le génome de l'homme, on retrouve donc ces 30 à 40 000 gènes ici. Si on compare avec la levure, tout va bien, 6 000 gènes, avec le ver, 18. La mouche, c'est à peu près pareil qu'un ver. La souris, c'est beaucoup plus que la mouche. C'est de l'ordre de 30-40 000. Mais alors là, paradoxe, on trouve un nombre de gènes qui est très voisin entre la souris et l'homme, à un point que Craig Venter, à qui je posais la question il y a 2 ans, me disait, quelle est la différence entre le génome de la souris et l'homme? Il n'y en a pas. Je dis quand même, ça me paraît assez surprenant. En fait, il n'y a effectivement pas de différence en ce qui concerne le nombre, mais il y a évidemment des différences génétiques, mais ces différences génétiques sont quand même extrêmement modestes. Et si on compare le génome du chimpanzé et le génome de l'homme, il y a entre 1 et 2% de différence, qui est extrêmement peu. Donc il y a un paradoxe qu'on peut appeler d'abord de parcimonie, c'est-à-dire que ce nombre de gènes est très faible comparé à la complexité du cerveau et en particulier au nombre de neurones que vous avez marqué ici. Mais ce nombre est aussi paradoxalement constant quand on passe d'un cerveau quand même beaucoup moins complexe de 40 millions de neurones de la souris à celui de l'homme qui va de 10 à 100 milliards. Comment comprendre ça? Eh bien, l'idée, c'est qu'il existe au cours du développement une combinatoire de ces gènes qui vont s'exprimer
et que ce qui était le plus frappant, comme je l'ai dit tout à l'heure sur cet exemple, dans la comparaison du cerveau du singe au cerveau de l'homme, c'est cette expansion du cortex préfrontal qui est dramatique, en quelque sorte, explosive, je dirais même, du singe à l'homme et qui se produit avec l'évolution aussi des centres du langage, en particulier au cours de l'évolution de nos ancêtres récents. Et alors là, on peut évidemment se poser la question de savoir si, après tout, il n'y a pas beaucoup de gènes de différence, mais ces gènes vont porter sur le développement de formes critiques. Et quelles vont être ces formes critiques? Eh bien, par exemple, l'expansion d'une surface du nerf qui va se trouver, par exemple, dans ce cortex préfrontal qui va s'élaborer très précocement. Ici, vous voyez, c'est une plaque neurale chez un embryon de souris. Donc, c'est très tôt et, dans le développement. Et dès ce stade, il va pouvoir se dessiner des territoires dont certains vont peut-être augmenter de surface très facilement. Eh bien, vous voyez que ici, on prend par analogie l'évolution, par exemple, de la segmentation et de l'expression segmentaire de gènes dans l'embryon de drosophile et qu'on adapte ce schéma au développement de la plaque neurale de souris. Et on se pose la question, comment au niveau moléculaire, ces gènes vont arriver à créer non seulement des frontières, mais aussi un accroissement de surface de certains territoires qui vont être analogues à ceux que l'on trouve dans la plaque neurale de la souris, qui vont, si on avait la plaque neurale correspondante du cerveau de l'homme, on verrait qu'il y a une grande expansion de cette partie qui se trouve ici en bleu, et même d'une partie plus petite au sein de cette surface qui se trouve en bleu, qui correspond au cortex, qui va donc s'accroître considérablement avec cette expansion du cortex préfrontal. Alors l'idée, sans entrer dans le détail, c'est qu'il va y avoir des mécanismes de régulation, d'expression des gènes, et c'est ça que je voudrais que vous reteniez, que ce n'est pas simplement le nombre de gènes, mais la combinatoire entre ces gènes et l'exploitation des propriétés de certains gènes de régulation critique qui vont permettre de faire une frontière et qui vont permettre par un très faible changement des propriétés physico-chimiques de ces gènes de régulation de changer la position de la frontière et d'obtenir, ici c'est un modèle qui est simulé, effectué par Michel Kersberg et moi-même il y a quelques années, et vous avez ici par analogie l'évolution du cortex frontal. Vous voyez, du singe écureuil, 8,5%, au macaque, 11,5%, au chimpanzé, 17%, à l'homme, 29%. Donc vous voyez, l'idée générale, c'est qu'à partir de mécanismes de régulation d'expression des gènes, il va y avoir possibilité non seulement de formation de frontières, mais de changement de position de frontières, et ainsi d'obtenir une évolution qui, au départ, nous paraissait paradoxale du singe à l'homme, mais qui, comme nous allons le voir, va permettre évidemment l'apparition de cette pensée si caractéristique à l'être humain. Donc, à partir de données strictement génétiques et d'une combinatoire entre gènes par des protéines de régulation qui interviennent au cours du développement embryonnaire, on va arriver à comprendre, évidemment c'est un programme de recherche en cours, on ne connaît pas tout, loin de là, mais on doit pouvoir arriver à comprendre comment ce cerveau a pu évoluer des ancêtres de l'homme aux anthropoïdes, à l'Homo sapiens lui-même, et comment, de ce fait, un certain nombre de propriétés fonctionnelles associées à l'organisation de ce cerveau vont apparaître spontanément, simplement du fait de l'innéité, en quelque sorte, de ce développement embryonnaire. Et je cite quelques exemples que tout le monde connaît: la succion du sein, le réflexe palmaire de préhension, la reconnaissance d'un visage humain, la distinction chez le bébé entre être vivant et objet inanimé, et beaucoup d'autres dispositions innées universelles de comportement liées
à cette organisation cérébrale qui sont déjà certains présents chez l'homme, mais chez le singe, excusez-moi, pour d'autres, au contraire, propres à l'homme. Et ça va être, par exemple, le développement de la conscience lié à l'expansion en particulier du cortex préfrontal, que je vous ai déjà présenté, les aires du langage, et aussi d'autres fonctions préfrontales particulièrement intéressantes, l'attribution d'intention à autrui, l'autre comme soi-même, nous y reviendrons tout à fait à la fin, et bien entendu les universaux de pensée. Alors, cette variabilité individuelle dont j'ai parlé tout à l'heure va évidemment permettre à ces dispositions innées que je viens de vous présenter très succinctement, de présenter des formes de plasticité, de mémoire, de mise en place d'empreintes venant du monde extérieur. Et la thèse que j'ai développée avec Philippe Courrèges et Antoine Danchat, c'est que au cours du développement de la connectivité entre cellules nerveuses, donc la mise en place de ce réseau que je vous ai déjà présenté tout à l'heure, cette évolution de la connectivité qui a lieu au cours du développement du fœtus à l'adulte, en passant par le nouveau-né, qui est évidemment particulièrement sensible à une époque où vont se constituer, comme je l'ai dit, près de 50% des connexions du cerveau de l'homme adulte. À ce stade-là, les synapses vont se former, certaines avec un nombre en nombre supérieur à ce qu'elles seront chez l'adulte, et il va y avoir donc une diversité, une variabilité qui va se produire, et l'interaction avec le monde extérieur qui va entraîner un état d'activité du réseau nerveux. Cet état d'activité va contribuer à la sélection de certaines connexions et l'élimination d'autres connexions, idée que je présentais évidemment dans l'homme neuronal, où je me suis permis de dire que apprendre c'est éliminer, ça veut dire que, évidemment, ici, quand il y a une diversité maximale, il y a aussi une variabilité considérable des comportements, et par interaction avec le monde extérieur, la marche est un exemple, le bébé va acquérir une activité locomotrice qui sera plus en harmonie avec le monde extérieur, et l'activité des systèmes moteurs en développement va contribuer à la mise en place du système moteur adulte. Donc, élimination par l'activité. Ici, vous avez simplement un exemple pour vous montrer que cette idée a été validée par désormais de nombreuses expériences. Initialement, les premières observations de Hubel et Wiesel ont été tout à fait critiques dans cette suggestion théorique. Et ici, vous avez du même groupe, enfin le Karl Achatz, qui est issu de ce groupe de Hubel et Wiesel, la démonstration très remarquable que lorsque ces voies sont actives, il y a moins de connexions que lorsqu'elles sont bloquées par un poison qui s'appelle la tétrodotoxine, qui bloque l'activité du système. Donc là, apprendre, c'est éliminer. Et dans ces conditions, le système nerveux va recevoir des empreintes du monde extérieur. Ça, c'est la base de ce qui sera discuté dans une minute. Mais évidemment, ça pose un problème. Si nous avons des universaux d'origine génétique qui s'expriment au cours du développement et qui caractérisent l'espèce et qui sont déterminés par une structure génétique qui est différente de celle de nos ancêtres les plus proches ou plus lointains comme les singes, il y a évidemment un autre problème qui va se trouver posé, c'est que si au cours du développement on a cette variabilité de la connectivité, à ce moment-là, tous les individus vont être différents les uns des autres et ils n'arriveront plus à se comprendre. Alors, je dirais que là, nous nous trouvons devant un problème central des neurosciences, c'est d'essayer de comprendre comment on va arriver à des universaux comportementaux ou fonctionnels, d'une manière générale, je dirais psychologiques, et en particulier des représentations du monde universel, en dépit de cette variabilité, qui est d'ailleurs le thème
de ces conférences. Alors là, c'est un vrai problème scientifique qui se trouve posé aux neurobiologistes. Alors, sur le plan théorique, avec Courage et Danchin, on a proposé un théorème qui a été développé sur le plan mathématique, que nous avons appelé à l'époque le théorème de variabilité. Je préférais qu'on l'appelle le théorème d'invariance, en fait, mais qui est tout à fait central dans la formalisation mathématique de cette théorie que je vous ai présentée il y a une minute, que dans un réseau dans lequel il va y avoir de la sélection de connexions qui va se produire, eh bien, un même message entrant peut, je n'ai pas dit qu'il doit ou qu'il toujours ce sera le cas, mais peut stabiliser des organisations connexionnées différentes, mais néanmoins conduire à une relation entrée-sortie identique. Ça veut dire qu'en dépit d'un système nerveux variable d'un individu à l'autre, on va arriver à construire de l'invariance. Alors je crois que ça c'est une thèse centrale de notre proposition, et c'est aussi un programme de recherche central pour les neurobiologistes, et comprendre comment vont se construire ces représentations invariantes du monde extérieur, représentations qui vont pouvoir se construire à cause de cette variabilité, mais comment? Voilà la question. Alors d'abord, j'ai mentionné très rapidement quels étaient les états d'activité de la cellule nerveuse, ces signaux électriques ou chimiques qui se propagent dans le système nerveux. Et allons rapidement à la notion d'objet mental que j'ai déjà longuement introduite dans l'homme neuronal. L'idée est d'essayer de mettre en relation, par exemple, une activité perceptive. Je vois ce verre ou cette bouteille, ou je manipule la souris de mon ordinateur, donc sensorielle ou motrice, et de mettre en correspondance ces opérations avec l'état d'activité de notre système nerveux central. Bon, ça, c'est tout un immense champ de recherche que l'on appelle la physiologie du système nerveux, et il y a des quantités de travaux qui se réalisent dans ce domaine. Et les techniques sont par exemple des techniques d'enregistrement avec des microélectrodes où on peut enregistrer une cellule nerveuse et étudier par exemple la corrélation entre cellules nerveuses par deux électrodes situées à distance ou proches d'entre elles. On peut avoir des enregistrements de groupes de cellules nerveuses d'ensemble assez importants par des travaux des techniques d'électrophysiologie de champ, mais on peut aussi aller encore plus loin par des techniques d'électrophysiologie au niveau de l'ensemble du cortex cérébral, d'électroencéphalographie, et avoir des enregistrements d'états globaux d'activité de cellules nerveuses, non seulement au niveau individuel, au niveau des groupes de neurones, mais aussi des ensembles de neurones. Et l'idée à laquelle on arrive, c'est que se forment dans notre cerveau des représentations perceptives, des représentations motrices, et puis aussi des représentations conceptuelles. Et cette idée que nos idées se trouvent implémentées par des assemblées de neurones est une idée très ancienne de Hebb. Et ici, je voulais juste vous montrer des enregistrements par imagerie optique qui ont été faits par le groupe de Tanaka au Japon récemment sur les enregistrements de la surface du cortex cérébral par imagerie optique, et montrer que dans ces conditions, un visage de profil, ici c'est dans le lobe temporal, va créer une activité qui est différente lorsque le visage est vu de biais ou lorsqu'il est vu de face. Et il y a une différence entre la partie gauche et la partie droite de notre visage. Donc vous voyez qu'ici, l'idée, c'est qu'il existe des corrélats électrophysiologiques de ces représentations qui vont être donc des états physico-chimiques
d'ensemble ou d'assemblée de cellules nerveuses dans notre cerveau. Et la chose qui est assez remarquable, sans entrer dans le détail de ces expériences, c'est que je vous ai montré le cas des visages, vous le retrouvez ici. Vous avez ici les visages et vous avez des activités qui sont enregistrées à un certain niveau du lobe temporal et de diverses circonvolutions, peu importe leur nom. Mais vous voyez tout de suite que si vous avez ici un visage qui est perçu, ici un chameau, une maison ou un marteau, eh bien, vous constatez que vous avez des distributions d'activités qui sont différentes dans ces diverses régions du cortex cérébral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la reconnaissance de ces objets va susciter des objets mentaux dans notre cerveau qui vont être caractéristiques d'une catégorie d'objets particuliers. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, ces enregistrements sont faits chez le singe et qu'il y a déjà chez le singe, apparemment en l'absence ou avec très peu d'apprentissage, des distinctions sémantiques entre l'outil, la construction, l'animal, le visage. Donc il existe déjà des dispositions innées pour distinguer la signification de ces divers objets lorsqu'on les présente au singe. Il y a certainement une partie d'épigénèse qui intervient, mais ces dispositifs qui existent déjà chez le singe, évidemment, vont exister chez l'homme. Alors comment aller plus loin et arriver à l'élaboration de représentations plus spécifiques, plus complexes? Par exemple, on voit mal le téléphone, bon, c'est vrai, qui va être reconnu et évoqué par le mot téléphone ou par l'objet quand on le regarde. C'est une invention culturelle récente. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Et l'idée que je voudrais proposer, c'est que, en fait, à partir de ces dispositions innées qui peuvent correspondre à ces grandes catégories d'objets artificiels, d'objets naturels, d'êtres vivants ou d'objets physiques qui existent déjà chez le singe et donc a priori chez l'homme aussi, il va y avoir donc une évolution d'une autre nature qui va se produire au niveau de l'activité du système nerveux et des changements d'efficacité entre connexions qui vont être mémorisés lors d'un apprentissage par essai et erreur avec sélection de représentations qui vont devenir adéquates au monde extérieur avec beaucoup plus de précision que, évidemment, ces dispositions innées que nous avons pour des grandes classes d'objets qui étaient déjà sans doute importante chez le singe. L'idée que nous avons proposée avec Stanislas Dehaene, c'est qu'en fait se forment des pré-représentations, c'est-à-dire des objets mentaux qui sont des esquisses, des schémas assez grossiers du monde extérieur. Et puis que donc ce sont ce qu'on a appelé des pré-représentations qui vont correspondre à la mobilisation spontanée de populations de neurones d'une manière variable, distribuée, combinatoire au niveau de notre cortex cérébral. Et puis qu'il va y avoir un mécanisme de sélection qui va stabiliser la représentation qui est adéquate au monde extérieur. Et pour cela, notre proposition est qu'interviennent des systèmes de neurones qui sont présents dans notre système nerveux central et qu'on appelle des neurones de récompense. Alors, comment ils ont été découverts? Ils ont été découverts tout à fait fortuitement par Holtz, c'est assez longtemps, en 58, dans les années 50-60. Et il travaillait chez le rat, il plantait des électrodes de stimulation chez le rat, et en stimulant le rat, il essayait, dans le cerveau, par ces électrodes, stimulation électrique, il essayait de voir s'il pouvait induire des comportements particuliers chez le rat. Et il a remarqué qu'à certains niveaux, le rat se présentait d'une manière tout à fait particulière, tout à fait inhabituelle. Et il a eu l'idée
donc placer son électrode dans le cerveau du rat, électrode de stimulation, et de donner l'opportunité au rat de s'auto-stimuler en appuyant sur une pédale qui se trouve dans sa cage. Et lorsqu'il appuie dessus, il va stimuler les cellules nerveuses qui se trouvent au niveau de son électrode de stimulation qui était implantée dans son cerveau. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'abord, le rat essaye une fois, puis sur la pédale. Visiblement, il trouve ça agréable, parce qu'il revient, il appuie dessus, et ensuite, il va s'auto-stimuler d'une manière effrénée. Et vous avez ici ces courbes d'auto-stimulation. Ici, vous avez le chiffre 40 000. Et il ne s'arrête que pour dormir, et il est indifférent à la nourriture, aux animaux de l'autre sexe, etc. Donc, il se trouve en quelque sorte emprisonné dans son auto-stimulation, et cela correspond, on le sait depuis, à l'activation en particulier de neurones dits de récompense qui interviennent lorsqu'il y a une gratification, par exemple par la nourriture, ici, c'est un neurone individuel qui est enregistré ici. Et ces neurones, vous voyez, ce sont des neurones qui sont régulateurs, dont les axones vont dans l'ensemble du cerveau. Ça, c'est un cerveau de rat. Et l'idée donc que nous avons proposée, c'est que l'individu va formuler des hypothèses, donc des pré-représentations, les essayer sur le monde extérieur, et celles qui donnent une réponse positive, une récompense, vont être sélectionnées. Celles qui donnent une punition vont être contre-sélectionnées, vont disparaître jusqu'à ce qu'il essaye une hypothèse qui lui apporter la bonne réponse. Donc il va y avoir une connexion qui va s'établir donc entre l'état interne, sur un style projectif du fonctionnement cérébral, et les réponses venues du monde extérieur qui vont être gratifiantes ou pas. Donc on a pu construire avec Stanislas Dehaene un modèle de tri de carte de Wisconsin. Ça, c'est sans entrer du tout dans le détail de ce test. C'est une tâche cognitive qu'on fait passer aux patients pour voir s'ils ont des lésions du cortex frontal. Le voilà à nouveau qui apparaît, ce cortex préfrontal. Et lorsqu'ils effectuent ce jeu, en quelque sorte, c'était une sorte de jeu vidéo, eh bien, notre modèle propose que des assemblées de neurones sont activées à un moment, les autres sont inhibées, et il peut y avoir comme ça un essai de ces diverses assemblées de neurones jusqu'à ce que l'assemblée qui code pour la bonne règle soit sélectionnée par le système de récompense. Et là, au niveau physico-chimique, on peut penser que ces neuromodulateurs vont intervenir pour changer les propriétés physico-chimiques par exemple, des récepteurs qui se trouvent dans les synapses en question. Donc vous voyez qu'on peut construire un modèle informatique strictement neurochimique de cet apprentissage cognitif par sélection, par récompense. Et on peut même aller plus loin et construire des systèmes d'auto-évaluation. Évidemment, ça nous concerne très directement, nous y reviendrons, dans l'élaboration de la pensée, puisque dans l'élaboration de la pensée va intervenir non seulement la sémantique d'une représentation, mais aussi l'enchaînement de ces représentations. J'anticipe sur ce que je dirai dans quelques minutes. Donc, ce modèle est intéressant parce qu'il va nous permettre donc de construire des représentations du monde extérieur sur une base épigénétique et qui va nous permettre de représenter le monde extérieur d'une manière stable dans notre cerveau. Et je citerai comme expérience assez intéressante qui est effectuée par des éthologues, Chenet et Seffart, chez le Cercovithèque africain, qui ont étudié la capacité de distinction, comment elle évolue au cours du temps, par un jeune singe nouveau-né, des oiseaux prédateurs de l'espèce. Et vous voyez vous-même, il y a très peu de différence entre ces diverses espèces vues du bas.
Et ce qui va se produire, c'est que au cours du développement, progressivement, par un mécanisme sur lequel nous reviendrons dans quelques minutes, au cours de ce développement du singe juvénile, au départ, il va être effrayé par toutes les espèces, et progressivement, il ne va être effrayé que par une ou deux espèces qui sont les vrais prédateurs, et les autres ne sont pas des vrais prédateurs. Sans avoir vu l'aigle agir sur un de ses congénères ou une autre espèce animale. Donc il ne s'agit pas simplement d'un apprentissage par l'expérience du jeune singe que c'est cette espèce-là qui est prédatrice et pas les autres. C'est une expérience qui a été évidemment acquise par la communauté des singes, mais à son niveau, il va apprendre, nous allons le voir de sa mère, que seules ces deux espèces qui vont être donc identifiées à l'aigle couronné et à l'aigle martial, qui vont donc être des connaissances spécifiques de deux espèces prédatrices alors que les autres ne le sont pas. Et ça, c'est donc un apprentissage qui se fait encore une fois par élimination des espèces non prédatrices par un mécanisme sur lequel nous reviendrons dans une minute. Parce que ce que je voudrais à ce stade vous dire, c'est qu'il va y avoir donc des processus de pré-représentation combinatoire suivis de sélection qui vont stabiliser des combinaisons d'assemblées de cellules nerveuses qui vont donc, par exemple, conduire à la distinction de cette espèce-là par rapport à celle-là. Et si on généralise, on peut évidemment imaginer que pour le mot téléphone dont je vous parlais tout à l'heure, il y a à la fois la forme, il y a la perception que nous avons quand on saisit le téléphone, il y a des éléments auditifs, tactiles, etc. Et qu'il va se construire dans notre cerveau une représentation du mot téléphone par mobilisation et sélection par essai-erreur sur des techniques et suivant cet apprentissage par récompense que je vous ai présenté tout à l'heure, d'une combinatoire qui va fixer dans notre connectivité cérébrale, via ces changements d'efficacité synaptique, cette topologie de cellules nerveuses qui va coder pour ou représenter le mot téléphone. Alors ça, c'est, si vous voulez, l'acquisition pour l'individu. Alors ce n'est pas un universel à ce stade de la pensée humaine, ou ce n'est même pas un universel d'une espèce à l'autre, mais ça va être un universel pour l'individu. C'est-à-dire que ce singe qui aura appris à distinguer les espèces prédatrices des non prédatrices, il l'aura acquis pour le restant de sa vie, de ses jours. Il ne va pas se tromper une fois qu'il aura acquis cette sémantique cérébrale sur la distinction entre cette espèce prédatrice de cette espèce qui ne l'est pas. Alors maintenant, essayons de progresser un peu plus loin dans l'organisation de ces représentations dans l'espace conscient. Quelques mots pour dire que le développement de la conscience est une prédisposition universelle propre à l'espèce humaine. Je l'ai déjà introduite parmi ces universaux génétiques, en quelque sorte, et anatomiques, qui contribuent à l'organisation du cerveau du nouveau-né et son développement jusqu'à chez l'adulte. Donc la conscience est un universel propre à l'espèce, donc déterminé génétiquement, au niveau d'une organisation cérébrale, d'une architecture cérébrale particulière. Et tout ça simplement pour dire qu'actuellement, les philosophes, surtout à l'étranger, quelques philosophes français, heureusement quand même, pensent que la conscience est un phénomène réel, naturel et biologique, qui est littéralement localisé dans le cerveau, et qu'il est entièrement causé par des processus neurobiologiques et réalisé dans les structures du cerveau. Ils vont même jusqu'à distinguer, et ça les neurobiologistes évidemment
sont aussi là pour le proposer, qu'on doit distinguer d'une part les niveaux de conscience, la veille, le sommeil, le rêve. J'espère que vous êtes dans un état de conscience qui est plutôt du premier cas. Enfin, il peut y en avoir quelques-uns qui dorment et puis d'autres qui rêvent dans leur sommeil. Donc ce sont des états au niveau de conscience. Et puis, bien entendu, le contenu de l'expérience consciente, qui est celle, par exemple, d'écouter ce que je suis en train de dire, mais aussi de réagir dans votre tête, dans votre fort intérieur, dans votre subjectivité, de réagir à ce que je suis en train de dire et dire non, il a tort, ce qu'il dit, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. On en reparlera lors de la discussion. Donc vous voyez, ça c'est le contenu de l'expérience consciente. Alors l'idée que nous avons développée toujours avec Stanislas Dehaene, mais aussi avec Michel Kersberg, est que nous avons des dispositifs particuliers dans notre cerveau qui nous permettent d'atteindre cette disposition propre au développement de la conscience. Et l'idée qui est extrêmement simple, c'est que pour qu'il y ait cet aspect global et unifié de la conscience, il faut qu'il y ait des neurones avec des connexions à l'échelle du cerveau. Bon, c'est une idée d'une extrême simplicité. Il faut que ces connexions soient là pour réunir entre elles les neurones qui se trouvent mobilisés dans l'ensemble de notre cortex cérébral et bien entendu également éventuellement également aussi dans nos régions sous-corticales et en particulier dans le thalamus pour ceux que ça intéresse. Et il existe donc des neurones à axones longs. Ceux-ci se trouvent principalement présents dans un cortex de type particulier que vous voyez ici, numéro 2. Et où se trouve ce cortex de type numéro 2 ? Eh bien, dans la région préfrontale, qui, elle, se développe de manière spectaculaire, explosive, j'ai déjà dit, du singe à l'homme. D'où l'idée qu'avec ce développement du cortex préfrontal, il puisse y avoir une sorte d'enrichissement de connexion à longue distance au niveau de notre cortex cérébral et aussi entre aires corticales, auxquelles participe bien entendu d'abord, mais pas seulement, comme vous pouvez le voir ici, le cortex préfrontal, mais aussi pariéto-temporal, dans une certaine mesure, et qu'ainsi puisse s'élaborer un espace de travail conscient avec ces neurones à axones longs et des processeurs spécialisés modulaires encapsulés automatiques qui interviendraient, eux, dans des quantités de processus non conscients qui correspondent à des opérations dont nous ne sommes pas avertis, ne serait-ce que par exemple en ce qui concerne la motricité. Lorsque nous marchons ou nous conduisons une voiture, nous ne sommes pas conscients de tous les muscles qui interviennent lorsqu'on marche ou lorsqu'on conduit la voiture. On n'est conscient que de certains aspects du monde extérieur, bien entendu. Donc il existe une quantité d'activités qui ne sont pas au niveau de l'espace de travail, mais au niveau des processeurs spécialisés. Et dans cet espace de travail vont s'élaborer donc des représentations qui elles-mêmes vont pouvoir ultérieurement s'enchaîner en pensée consciente. Et alors ce qui est remarquable, c'est qu'on peut avoir des moyens par imagerie cérébrale d'identifier les aires corticales qui interviennent dans des processus ici non conscients et dans des processus conscients avec des mots masqués qui peuvent être perçus de manière non consciente et des mots qui sont visibles et perçus consciemment. Et vous voyez la grosse différence qui peut exister entre un traitement conscient et un traitement non conscient au niveau du cortex cérébral. Donc il existe bien désormais des moyens d'accès aux états de la conscience. C'est un travail qui est effectué par Stanislas Dehaene, qui est un laboratoire très actif au CEA à Saclay, qui travaille précisément chez l'homme et sur ces états de conscience. On peut même aller plus loin et faire des études d'imagerie cérébrale lorsqu'on demande à un sujet d'effectuer un raisonnement logique ou lorsqu'il effectue une sorte de choix instinctif. Et vous voyez que lorsqu'il effectue un choix instinctif qui le conduit à faire des erreurs sur une tâche qui est décrite ici,
eh bien, il y a peu d'activité qui se manifeste au niveau du cortex préfrontal qui se trouve ici à droite. Et vous voyez que quand il effectue une tâche logique avec effort, qui mobilise ces neurones à axones longs, eh bien, il y a une activation particulièrement spectaculaire des aires préfrontales. Donc, nous avons ici les bases, premières bases neurales du raisonnement logique. On ne fait qu'aborder, c'est un domaine qui va se développer dans les années qui viennent, bien entendu. Et ce sont ici les toutes premières expériences qui montrent des corrélats entre des états d'activité de notre encéphale et le raisonnement logique. Donc il y a en quelque sorte une mélodie consciente, un enchaînement de représentations qui se produit, qui est auto-évalué par rapport à une réponse perceptuelle qui serait en quelque sorte une réaction instinctive, non raisonnée, irréfléchie. Donc il existe bien non seulement des bases neurales du raisonnement, mais il est évident que ces raisonnements vont s'effectuer de manière épigénétique. L'individu, lorsqu'il effectue une tâche de cette nature, va utiliser donc son système de neurones corticaux et thalamiques, mais en particulier ce système de neurones préfrontaux, élaborer des représentations, les enchaîner et découvrir que certains raisonnements réussissent, donc qu'il va y avoir une sélection par système de récompense pour le raisonnement qui marche, et ainsi mise en mémoire d'une règle qui s'est trouvée efficace de ce fait. Donc il va y avoir mise en mémoire de ce que j'ai appelé ici des règles épigénétiques, de raisonnement, de calcul, de jugement, de représentation symbolique et acquisition, mais aussi transmission culturelle. Mais comment? Parce que là maintenant se pose le problème de l'universalité de ces représentations. Je n'ai fait qu'élaborer ici l'acquisition de représentations d'une sémantique au niveau de l'individu. Comment va-t-elle se transmettre et comment va-t-elle être mise à l'épreuve de la collectivité, d'abord du groupe social et ultérieurement de l'humanité tout entière? Donc se pose le problème, une fois ces représentations formées dans le cerveau de l'individu, stabilisées, sélectionnées et réutilisées par le sujet, va se poser le problème de la communication de ces représentations entre individus. Ça, c'est un problème. Donc, acquisition de représentations invariantes pour le sujet en interaction avec le monde extérieur, communication de ces représentations. Et bien là, on tombe évidemment sur toutes ces théories qui ont été élaborées à propos du langage, et entre autres, cette distinction qui a été faite très tôt par De Saussure entre le concept, la représentation mentale, telle que je viens de vous la présenter, comme pour ces visages que vous avez pu les voir, même sur le cortex cérébral. Donc, ces objets mentaux, ces représentations du monde, qui ont acquis chez l'individu une invariance du fait de ces mécanismes de sélection par récompense, et le son, la voix qui va communiquer ces représentations. Et c'est là où De Saussure fait cette distinction entre signifiant et signifié. Le signifiant, c'est le mot que j'utilise pour vous communiquer une idée. Il existe évidemment une diversité bien connue de ces signifiants. Mais alors là, ça pose le problème, évidemment, que j'ai déjà mentionné. Comment se fait-il qu'avec des cerveaux variables, nous arrivions à nous comprendre?
Ça reste... Alors, on a des dispositions universelles pour la conscience, pour le langage. On a des dispositions de systèmes de récompense qui nous permettent de stabiliser nos représentations du monde. Mais comment se fait-il qu'on arrive à se comprendre compte tenu de cette variabilité? Alors, l'idée, c'est qu'il y a évidemment ce qu'on pourrait appeler une normalisation. Je sais que le terme normalisation n'est pas un terme très agréable à entendre, mais au niveau du groupe social, c'est cependant ce qui doit se produire. Autrement, on n'arriverait jamais à se comprendre entre individus. Alors, comment se produit-elle? Eh bien, on a encore là une expérience très, très amusante de ces éthologues chez Naisefart, chez le Cercopithèque. Et je vous ai parlé de ces oiseaux prédateurs. Et le petit que vous voyez ici, là, très mignon, près de sa mère, quand il voit un oiseau prédateur arriver, il se met à pousser un cri. Et ces cris, d'ailleurs, sont assez caractéristiques. Ils diffèrent lorsque ce sont des aigles, des léopards ou des serpents. Mais enfin là, on est dans ce cas-là, le cas des aigles. Alors le petit, il va répondre à tous les aigles qu'il voit apparaître dans le ciel. Et il pousse un cri. Et alors, comment va se faire la sélection de l'espèce Phaedratis? Eh bien, la mère va reprendre ou ne pas reprendre le cri. Si la mère reprend le cri qui a été poussé par le petit, il se consolide dans la tête du petit. Si elle ne reprend pas le cri, à ce moment-là, cette représentation est éliminée. Et c'est comme ça que va se faire la sélection et le transfert, en quelque sorte, de connaissances entre la mère et l'enfant par la validation du cri poussé par le petit lorsque la véritable espèce prédatrice va se présenter dans le ciel. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, il va y avoir validation maternelle et ce que l'on pourrait appeler, à ce niveau, une récompense partagée. Parce que quand le petit entend que la mère pousse son cri, il va être confirmé, consolidé, récompensé dans le cri qu'il a poussé, alors que s'il pousse un cri lorsque ce n'est pas la bonne espèce, eh bien, le fait que la mère ne va pas valider son cri va être reçu un petit peu comme une punition, comme quelque chose qui n'est pas agréable. Alors qu'au contraire, quand la mère répond « oui, c'est bien », eh bien, il va y avoir validation. Et là, on peut évidemment concevoir que ici va se produire, dans le cas de l'enfant Jésus et de la Vierge, lorsque il voit le lapin et que la mère lui dit « lapin » au moment où il voit l'animal. Il y a donc mise en commun des signifiés par des signifiants lapins conventionnels au niveau du groupe social. Et c'est un peu ce que Tomasello a récemment étudié dans les relations entre l'enfant et la mère, qui vérifie l'attention, qui suit l'attention, qui dirige l'attention de sa mère vers un objet nouveau, etc. Je n'entre pas dans le détail, mais pour simplement dire qu'il peut y avoir donc récompense partagée qui va permettre de passer du niveau individuel au niveau social et de valider en quelque sorte l'universalité de la représentation. C'est-à-dire qu'on va parler de la même chose. Quand dans l'image précédente, la mère prononçait lapin, la prochaine fois qu'il reverra le lapin, qui saura ce que c'est comme espèce animale, et qu'il entendra le nom, il y aura association entre la représentation du lapin et le mot lapin. Donc, en quelque sorte, normalisation sociale via ce modèle de récompense partagée, et cela peut aller même plus loin encore, non seulement pour la validation
du sens des mots, la relation signifiant-signifié, mais aussi l'organisation générale de la phrase et de la pensée, avec plus loin un partage d'intentions tel que les linguistes comme Sperber et Wilson, Grice nous le proposent, c'est-à-dire pas simplement des chaînes de mots, mais des mots inclus dans un programme intentionnel et partage d'intentions ou reconnaissance des intentions d'autrui et compréhension avec des dispositifs qui se trouvent dans le cortex préfrontal, en particulier, enfin disons qui mobilisent le cortex préfrontal et qui permettent cette capacité d'attribution d'intention à autrui, d'échange d'intentions et donc faire en sorte qu'on puisse se comprendre, qu'on parle de la même chose. Et tout cela, évidemment, nous conduit au dernier point sur ce programme, évidemment, l'importance de l'éducation, avec, dans ces relations parentales ou au niveau de l'école, bien entendu, cette transmission épigénétique de la diversité des cultures, des langues, des écritures, des systèmes de croyances, mais aussi des connaissances qui vont être partagées, en particulier lorsqu'elles sont tout à fait élémentaires, des connaissances qui vont être évidemment universelles, en dépit de la diversité des langues et des cultures. Alors c'est le dernier point, et je termine. Évidemment, le dernier point qui se trouve posé va être, après donc cette constance des représentations au niveau de l'individu qui va acquérir au cours du développement, mais chez l'homme, tout ça va être évidemment enchaîné avec la relation du nouveau-né avec son environnement familial, maternel, paternel, ses grands-parents, la socialisation avec d'autres enfants, l'école. Tout cela va se produire dans un groupe social particulier et il va donc y avoir une universalisation qui va se produire dans le cerveau de l'enfant de ses connaissances qui est en relation avec le groupe culturel auquel il appartient. Mais la question qui se pose tout de suite, c'est de savoir si tous les signifiés qui se trouvent associés aux signifiants vont être acceptés universellement comme correspondant à une représentation du monde qui soit une représentation aussi proche du réel que possible. Est-ce qu'il n'y a dans ces représentations du monde qui se forgent dans les cerveaux humains au niveau du groupe social des sens qui se trouvent acceptés au niveau de l'ensemble de l'humanité ou pas? Quelle est la vérité? Ou quel est l'effort de vérité dans ces représentations transmises? Et il existe, bien entendu, vous le savez, des systèmes de représentation qui peuvent être des représentations symboliques, entre autres mythiques, religieuses, qui sont très importantes dans les sociétés humaines et qui peuvent jouer un rôle crucial dans l'identité d'un groupe culturel et dans la survie de l'identité de ces groupes. Bien entendu, il s'agit là d'épigénèse. C'est dans les synapses, tout ça, que ça se passe. Mais ça se passe aussi entre individus. L'histoire, la mémoire était tout à fait centrale dans cette mise en place et cette perpétuation des représentations sociales, symboliques. Et l'idée, qui se trouve déjà dans beaucoup d'auteurs, entre autres dans Kropotkin, qui est un philosophe naturaliste de la fin du XIXe siècle, qui a aussi été un théoricien de l'anarchisme, mais qui a
compris à quel point le renforcement du lien social et la solidarité entre individus au niveau du groupe social pouvaient contribuer à la survie de ce groupe social. Il y avait beaucoup travaillé sur les populations animales dans les steppes russes ou dans des régions très défavorisées, où il a pu montrer que la coopération permettait justement de renforcer la survie du groupe social. Et on peut évidemment penser que ces représentations symboliques, culturelles et en particulier les représentations religieuses peuvent être très importantes pour participer à l'identité et à la survie des groupes sociaux. Mais est-ce que ces représentations, ces mythes correspondent à la réalité du monde? Évidemment, leur fonction de renforcer le lien social est importante, mais est-ce que ça se fait en harmonie ou au détriment de l'objectivité des connaissances? Et là, je pense que, et je vais terminer là-dessus, je suis un petit peu en retard, pardonnez-moi, encore 3 minutes, et c'est là que je pense qu'il faut faire intervenir une évolution tout à fait extraordinaire qui s'est passée en Grèce, c'est classiquement admis, mais elle peut s'être passée ailleurs, aussi en Chine, dans d'autres régions du monde, à certains moments de leur histoire culturelle, qui est le changement de régime politique et juridique, qui a entraîné la possibilité d'un débat public et critique qui accepte la multiplicité des écoles de pensée. Alors ça, c'est une notion tout à fait centrale, de telle sorte qu'il puisse y avoir un débat sur une solution, je dirais par exemple un moyen de traiter la maladie. Alors est-ce qu'on invoque les dieux? Est-ce qu'on fait un sacrifice? Ou on prend de la poudre de perlimpinpin? Ou bien est-ce qu'on va utiliser, par exemple maintenant, un antibiotique ou un agent antiviral? Mais la question se trouvait posée, c'est assez intéressant en Grèce, il se trouve toujours posée aujourd'hui. Il y a toujours des gens qui aiment la poudre de perlimpinpin et l'invocation des démons. Donc, question, débat public, question posée, qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui est le plus adéquat au réel et qu'est-ce qui est le plus universel? À partir de ces représentations sociales, il va y avoir une distinction entre les croyances et les objets de science. C'est la connaissance scientifique qui apparaît, avec évidemment toutes ces difficultés, ces aléas, cette remise en cause permanente, cet aspect critique de la connaissance scientifique, publique et toujours soumise à révision. Et je cite en passant, justement pour montrer, illustrer cette universalité des connaissances scientifiques, qui ne se contente plus du groupe social, mais qui vise à l'objectivité au-delà des frontières culturelles. Ce manuscrit écrit en hébreu, avec des arabesques d'influence arabe, de Maxime Médical d'Ibn Sina, qui est à Avicenne, et Hippocrate, qui était présenté récemment à une exposition à la Bibliothèque nationale, Espagne, 15e siècle. Alors évidemment, en dernier point, très bien la science, mais les règles d'éthique, qu'en est-il ici? C'est un fragment d'un très beau tableau par Laurent de Laïr, des enfants de Bethel. Je crois qu'au niveau du groupe social, il va falloir commencer à réfléchir à universaliser ces règles d'éthique à partir de ces connaissances dont on a parlé tout à l'heure. Et effectivement, c'est ce que René Cassin et Eleanor Roosevelt ont réalisé en 1945 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. En conclusion, j'ai essayé avec vous de rechercher les universaux de la pensée en partant des gènes et en arrivant à la recherche scientifique. Et j'ai essayé de vous montrer que la connaissance scientifique est à ce jour, je n'hésite pas à le dire, la seule connaissance qui soit authentiquement universelle. Mais cela ne va pas sans
prendre en considération ces considérations de l'éthique, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, avec peut-être, pourquoi pas, puisqu'il y a universalisation des connaissances, un comité mondial d'éthique. Je vous remercie. Je voulais vous poser une question. J'ai compris qu'il y avait des sélections successives. Concernant le domaine cognitif, je crois que vous avez fait une démonstration tout à fait remarquable. Bon, se rapportant au domaine cognitif, à mon sens, vous avez démontré clairement que ces sélections sont excellentes, mais le problème est que, y a-t-il un réel? Parce que vous avez parlé d'adéquation au réel. Tant que c'est du cognitif, ça marche, les gens sont d'accord, plus ou moins, mais pour ce qui est de l'affectif, ils sont très différents. Dans le domaine esthétique, dans le domaine éthique, d'ailleurs vous l'avez vous-même souligné dans votre livre, alors est-ce qu'on irait de sélection en sélection, dans un avenir très lointain, vers une civilisation où il y aurait accord et sur l'esthétique et sur l'éthique, et finalement il y aurait, comment dirais-je, tout le monde serait d'accord, alors que c'est loin d'être le cas actuellement. Oui, ouais. Je dirais heureusement et hélas à la fois, parce que votre question est évidemment intéressante. J'ai insisté tout à fait au début, et je pense que tout mon exposé a été aussi orienté dans ce sens, que à côté des universaux, des dispositions universelles et des représentations possiblement universelles entre les représentations scientifiques, il y a de la variabilité. Il y a la variabilité génétique des individus, il y a la variabilité épigénétique, et il y a la variabilité, la diversité d'un moment à l'autre de notre propre réflexion, de notre propre pensée. Fort heureusement, on peut changer d'avis. Qu'est-ce que ça veut dire changer d'avis? Ça veut dire réorganiser son cerveau pour retrouver un nouveau plan d'action et un nouveau mode de pensée. Et je pense que l'espoir n'est pas dans la suppression de la diversité, parce que je crois qu'elle est intrinsèque. Donc vous n'aurez jamais un monde où tous les individus seront identiques. Les différences seront peut-être autres que celles que nous avons aujourd'hui. Hein, ce sera peut-être dans les goûts, ce sera aussi, hélas, malheureusement, dans l'éducation, ça sera dans l'expérience, certainement les voyages, ou pas les voyages qu'on peut avoir fait. Donc je pense que la diversité, il y en aura toujours, ça ne m'inquiète pas. Ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'accorder. Hein, ça me paraît quand même un point majeur. Vous avez dit que sur le plan esthétique et sur le plan éthique, c'était très différent. Je ne suis pas convaincu du tout. Bon, ce n'est pas l'objet de ma réflexion. Enfin, je pourrais développer ces deux aspects, mais je pense qu'il y a des aspects universels dans la perception, et tant esthétiques que aussi pour les aspects éthiques, et j'ai choisi ce fragment de la lire. Je ne pense pas que quiconque sur Terre ne soit pas ému par ce tableau. Je ne vois pas que ce soit au Japon, en Afrique, au Moyen-Orient ou aux États-Unis. Je crois que chacun percevra le drame qui se trouve présenté dans ce tableau. Donc, oui, mais enfin, oui, bien sûr, ça fait partie des systèmes symboliques, ça. Ça ne fait pas partie de la science. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'idéologie dans la science, hein. Mais justement, ce que nous essayons de faire en tant que scientifiques, si on veut être honnête, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de faire un effort constant et critique pour éliminer cet aspect-là. On n'y arrive pas toujours, loin de là. Mais si vous voulez, il y a un effort de
il y a un effort d'objectivité dans la recherche scientifique qui est, je pense, unique dans la science, dans l'entreprise scientifique. Pouvez-vous préciser 2 points, éventuellement? Un, est-ce qu'on peut raisonnablement imaginer, dans un futur plus ou moins lointain, l'éventualité, je dis bien l'éventualité, il ne s'agit pas de nécessité, ni de besoin, ni de déterminisme, l'éventualité de l'apparition, naturellement ou provoquée, peu importe, d'une population d'individus dont les capacités cérébrales soient à celles de l'homme actuel, ce que celles de l'homme actuel sont en gros au grand singe. Premier point. Mais attendez, on va reprendre les questions. J'ai un deuxième point. Oui, mais je vous redonnerai. Moi, j'aime bien, si vous voulez, répondre aux questions. Elle est en relation. Non, c'est très différent, mais c'est lié au cerveau aussi. Bon, alors, première question, qui est une question importante. Est-ce que l'espèce humaine actuellement évolue sur le plan génétique? Et est-ce que cette évolution génétique va conduire à l'apparition de surhommes? C'est ça votre question? En gros, oui. Bon. Oui. Éventuellement. Bon, cette question est... Autrement dit, y a-t-il un plafond et l'homme a-t-il atteint le plafond des capacités cognitives par son cerveau? Voilà le sens de ma question. D'ailleurs, si vous voulez, pour vous rassurer, je vais dire tout de suite que le plafond, il est malheureusement assez bas. Et que je ne crois pas que quiconque travaille sur les capacités cognitives du cerveau de l'homme puisse dire que ces capacités, même si elles sont extrêmement larges, sont des capacités à la fois exceptionnelles sur le plan de la rapidité et exceptionnelles sur le plan des performances. On peut penser qu'on pourrait faire beaucoup mieux. D'ailleurs, Alain Cohn, qui était mathématicien, avec qui j'ai eu un débat il y a quelques années, qui était publié, d'ailleurs, s'appelle Matière en pensée chez Odile Jacob, c'est mathématicien, me dit, mais alors comment se fait-il que les êtres vivants n'utilisent pas les radiations électromagnétiques pour fonctionner dans leur cerveau? C'est-à-dire que les temps qui sont ceux de la pensée, qui sont évidemment contraints, ça on l'oublie toujours. Quand on parle entre nous et qu'on regarde combien de temps on met pour communiquer, on tombe dans les centaines de millisecondes ou la seconde. C'est-à-dire que c'est très lent comparé à certains ordinateurs actuels. Et que les ordinateurs fonctionnent avec des ondes électromagnétiques, nous fonctionnons avec des influx nerveux. Et alors, il était étonné par le fait que l'influx nerveux se propage à une vitesse inférieure à la vitesse du son, ce qui est terriblement lent. Donc, a priori, on pourrait avoir des cerveaux qui fonctionnent beaucoup plus rapidement que les nôtres. D'autre part, vous pouvez voir vous-même que vos capacités de mémoire, dites mémoire de travail, qui est liée justement au cortex préfrontal, sont relativement limitées. Vous voyez, par exemple, moi, je suis obligé de vous dire, répondant à la première question, ensuite on va prendre la seconde. vous me diriez, je vous pose 5 questions, à la 6e, je ne me rappellerai plus quelle est la première. Bon, donc, tout ça veut dire que nos performances sont extrêmement limitées. Donc, question posée, donc ça, c'est déjà une première chose. Ça, il faut être clair. Un cerveau pourrait fonctionner beaucoup, enfin, un cerveau imaginaire, pourrait fonctionner a priori beaucoup mieux que fonctionne le cerveau humain. Donc, on est dans une enveloppe très, très limitée, très définie. Ça, bon. Alors, est-ce qu'on peut améliorer ça? Ça, c'est évidemment une question qui a été posée. La première réponse, évidemment, l'éducation. C'est l'épigénèse. Je crois que ça me paraît déjà une première réponse fondamentale. Et je pense que vous disiez un groupe d'hommes, ces groupes d'hommes, ils existent déjà, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas tous eu la même éducation. Donc, il est évident que à cet égard, il y a une inégalité dans l'éducation et dans l'accès à la connaissance scientifique en particulier, que ce soit même au niveau de nos sociétés occidentales, sans parler des sociétés des pays du Sud. Il y a donc des inégalités flagrantes. Donc la première des choses serait déjà à abolir ces inégalités. Donc je ne pense pas qu'on puisse répondre de manière positive, je l'espère, à votre question. Dernier point plus sensible, l'évolution génétique. Comment évolue l'espèce humaine
depuis le développement des sociétés humaines. Et entre autres depuis le développement de la médecine et aussi des règles d'éthique qui font que certains aspects de sélection dite génétique sont inacceptables et fort heureusement inacceptés par des populations humaines contemporaines. Donc on pourrait concevoir d'une manière, je dirais, théorique, qu'on puisse sélectionner des individus ayant des performances génétiques particulières. Ça se fait chez la souris. On peut avoir des souris avec des très gros cerveaux. En général, ces pauvres souris ont des crises d'épilepsie, ont des tas de capacités cérébrales perturbées du fait de cette exubérance neuronale et synaptique qui va avec. Donc, avoir des cerveaux plus gros peut-être, plus performants, j'ai beaucoup de doutes à ce stade. Et de toute façon, c'est une entreprise que personnellement je réprouve profondément en tant que scientifique et à laquelle je m'opposerai fermement. Et je pense que je ne serai pas le seul. Donc voilà comment peut se poser la situation. Oui, merci. Le deuxième point est le suivant. Je considère un individu humain qui est atteint d'un certain type de lésion cérébrale, qui paraît-il existe d'après mes lectures et ce que j'ai entendu dire, qui est la chose suivante. Cet individu placé dans un couloir d'une maison, d'un hôpital, etc., où il y a des portes à gauche, à droite, voit très bien qu'il y a des portes des deux côtés, mais en fait, dû à ces lésions cérébrales, n'ouvrira jamais, par exemple, que les portes de gauche, bien que voyant qu'il y a des portes à droite. Oui. Alors, dans ce cas précis, que peut-on dire de ce qu'on appelle communément, même si les mots sont mal choisis, le moi, dont les bouddhistes disent d'ailleurs qu'il n'existe pas, d'une part, et de ce qu'on convient d'appeler la liberté humaine. Qu'est-ce qui deviennent ces deux notions-là? Il y a beaucoup de choses à la fois. Merci beaucoup pour cette question. Je ne sais pas si je peux répondre à tout, mais d'abord, les bases neurales du moi. Bon, ça, j'en ai pas parlé, mais elles existent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des lésions cérébrales qui font perdre ce qu'on appelle la nosognosie, la perception qu'on a de son propre corps. Et c'est même dans certaines lésions cérébrales, il peut y avoir hémiplégie et donc paralysie de la moitié du corps, et le sujet nie fermement à son médecin, à tout le monde, nie fermement qu'il a une hémiplégie. C'est-à-dire qu'il dit qu'il ne le sent pas, etc. Donc il y a une absence possible de perception. Donc il existe des bases neurales du soi. Ça, c'est juste un exemple pour illustrer tout un travail de neurobiologie qui se fait dans ce domaine. Question de la liberté, parce que je réponds à cette question parce qu'elle est souvent posée. Nous avons vu ensemble l'espace de travail que j'ai essayé de vous présenter avec que nous pouvons voir, enfin c'est une hypothèse, comme lié à ce développement des connexions à longue distance au sein de notre cerveau, et en particulier de notre cortex cérébral. Il est évident que dans cet espace de travail, il va se former des représentations qui peuvent être multiples. Il peut y avoir plusieurs représentations à la fois qui vont se trouver en compétition et qui vont être auto-évaluées. Qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est simplement la capacité de choix en fonction des mémoires, de l'expérience actuelle, d'un type de programme d'action plutôt qu'un autre. Donc je n'ai rien contre l'idée qu'il puisse y avoir une accessibilité entre plusieurs types de représentations, des systèmes d'auto-évaluation qui, pour un individu donné, en fonction des mémoires, de l'expérience qu'il aura eue, de son évolution culturelle et de son éducation, va choisir dans un sens plutôt que dans un autre. Donc, si vous appelez ça la liberté, je crois que l'espace conscient le permet. Il y a pas pour moi, ça ne me pose pas de problème. Alors, je sais qu'il y a des personnes comme Henri Atlan, qui s'inspirent de Spinoza, pour qui j'ai évidemment aussi beaucoup d'admiration, qui a dit que nous croyons libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que si on connaissait tout le détail de nos représentations, de nos mémoires, de notre expérience, on pourrait peut-être arriver à prédire
le choix que l'individu va faire. Bon, mais comme lui-même ne connaît pas tout ça, il n'en a pas conscience de tout cela, vu que notre espace conscient est lui-même très limité, bon, c'est vrai qu'on ignore beaucoup de choses et qu'on a le sentiment de choisir sans être en fait totalement libre de ses choix. Il y a une expérience récente là qui fait frémir, qui fait frémir, oui, qui est l'expérience qui a permis de passer une information d'un neurone à un autre chez l'escargot via une puce électronique. Oui. Donc je voulais Pourquoi savoir ça vous fait frémir? Parce que ça me fait frémir parce que, parce qu'on peut imaginer qu'il y ait des développements qui nous échappent en termes de conséquences, justement sur les différents niveaux d'organisation que vous avez expliqués tout au long de votre exposé. Donc je voulais savoir un petit peu, d'abord, ce que vous pensiez de ce genre d'expérience et comment, à long terme, ça pouvait influencer justement sur l'évolution à la fois des aspects cognitifs et d'action du cerveau humain, quoi, et de la conscience. Votre question est extrêmement intéressante parce qu'elle soulève deux questions. Et la première, c'est d'abord très précisément quelles sont ces expériences et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et puis une deuxième chose, c'est l'utilisation de la connaissance scientifique. Savoir si elle peut être utilisée de manière positive pour le bien de l'humanité ou pour la détruire. Bon, ça, c'est une question fondamentale sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. C'est pour ça que vous avez employé le mot frémir. Bon. Mais je reviens sur ce mot-là parce que si on examine ces expériences au départ, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'établir un contact entre cellules nerveuses et un système métallique ou informatique, disons, dans un sens très général, qui va donc à la fois enregistrer les activités de cellules nerveuses et éventuellement envoyer des activités dans les cellules nerveuses pour créer une sorte d'interface entre la machine et le cerveau. Le but de ces travaux est très appliqué et médical. Il s'agit de construire des prothèses qui permettent surtout aux handicapés, d'abord simplement les handicapés visuels, d'arriver à percevoir et à voir le monde extérieur en utilisant une rétine artificielle et en créant une interface entre cette rétine artificielle et le cortex visuel. Ça, c'est déjà la première chose. Autre application de ces interfaces, arriver à faire en sorte qu'un handicapé moteur qui est totalement paralysé et paraplégique, par exemple, puisse par simplement l'exercice de sa planification d'action motrice, je n'ai pas employé le terme volonté, mais vous pouvez le dire, c'est-à-dire la planification d'un geste moteur dans sa tête, puisse commander un robot qui fasse ce que lui souhaite. Donc vous voyez que là, je cite ces deux exemples, sans parler de la surdité et des implants cochléaires pour permettre aux personnes qui ont des difficultés d'audition et entre autres aux enfants sourds, nés sourds, qui sont malheureusement assez nombreux, d'arriver à entendre dès leur naissance. Donc moi je ne suis pas effrayé du tout là. Je dirais même, non seulement on se trouve dans une situation sur laquelle la recherche se développer, mais j'espère, et vous-même aussi, vous espérez qu'elle va se développer dans ce sens-là, vous n'allez pas dire le contraire. Bon. Donc il y a tout un domaine de recherche extrêmement important qu'il faut absolument développer dans cette interface, si vous voyez, entre l'électronique et le cérébral, disons ça en deux mots. Alors, votre question qui contenait un adjectif d'effroi avait évidemment une connotation d'une autre nature qui n'était pas de type médical, mais se dire, bon, d'abord, est-ce qu'on va contrôler artificiellement nos conduites? Ça, c'est déjà une première chose. Et l'autre chose, est-ce qu'on ne va pas détourner nos conduites par une action extérieure en agissant directement ou indirectement sur notre activité cérébrale? Écoutez, là, je crois que c'est là où je pense qu'il y a une responsabilité des scientifiques et aussi de l'opinion publique sur qu'est-ce qu'on fait de la science. Est-ce que la science est là pour le bonheur des êtres humains,
pour une meilleure vie commune, en harmonie et dans la paix, ou est-ce qu'elle est là pour détourner des conduites, tuer des hommes par des agents chimiques ou des bombes atomiques ou que sais-je encore. Donc là, vous soulevez un problème qui est un problème fondamental et qui correspond à un engagement, je dirais, éthique des scientifiques. Pour ma part, je considère que c'est évidemment la première orientation qui est la bonne. Et je pense que vous partagez aussi ce point de vue. Donc, c'est là où il faut agir ensemble pour éviter que ne soit détourné et utilisé par qui que ce soit dans le monde. Je ne vise personne en particulier, mais que ne soit détourné à des fins destructives et aussi ou à des fins qui ne correspondent pas au bien commun, si vous voulez. C'est des notions très simples, très élémentaires, et sur lesquelles, évidemment, il faut réfléchir. Et si vous vous rappelez mon avant-dernier cliché, vous avez création d'un comité mondial d'éthique. Bon, je voudrais vous poser la question qui est la suivante. Moi, j'ai été, comment dirais-je, puisque vous avez parlé de l'homme, vous aviez parlé tout à l'heure aussi, c'est-à-dire des gorilles. Ouais. C'est pas tout à fait le moment venu de parler de ça avec ce qui s'était dit, mais je suis sujet à une réflexion dont je n'ai pas, c'est-à-dire cette possibilité de pouvoir la comprendre. Et elle serait la suivante. C'est par un ensemble de lectures que j'aurais pu avoir faites. Un jour, j'ai lu, bon, tout le monde le sait, c'est-à-dire Nos cousins le singe, à 98% 7 de la génétique de l'être humain. Je m'étais dit, les gènes humains, que ça appartenait au patrimoine humain. Ça détermine l'existence, c'est-à-dire de la pensée de l'être. C'est très voisin, le gorille et l'homme, du point de vue des gènes. L'intelligence est quand même différente. Par contre, du point de vue d'un néandertalien, les gènes sont beaucoup plus lointains et ce sont des êtres humains qui ont pensé, qui ont enterré leurs morts, qui ont une culture, qui ont fait des métaux, qui ont fait, c'est-à-dire des outils, etc. Alors je ne comprends pas très bien, et puis alors j'ai encore beaucoup moins compris quand j'ai lu, ça m'a été confirmé du point de vue scientifique, que les néandertaliens avaient un cerveau supérieur à la capacité de l'homme. Oui, enfin, il avait un volume cérébral supérieur. Alors là, je ne comprends plus rien du tout. Moi, je pensais que du point de vue des gènes, à gènes similaires du point de vue de l'homme, que j'étais le plus proche du point de vue de la pensée. Oui. Et là, je suis dans une pensée qui est tout à fait différente de celle que j'aurais pu entrevoir. Pourriez-vous avoir cette obligeance de me donner une réflexion par rapport à tout cet ensemble de pensées que je n'aurais pas pu comprendre, ce qui me permettra d'apprendre quelque chose par votre bouche. Écoutez, je ne sais pas si vous apprendrez avec plaisir, je vous écoute, monsieur. Mais je vous remercie beaucoup pour votre question. Elle soulève une question qui est très intéressante, disons deux questions toujours. La première, c'est le caractère arborescent, je dirais buissonnant, de l'évolution. Non, écoutez... On pourra poursuivre la laissez-moi vous donner au moins deux réponses qui ne seront pas définitives et on pourra poursuivre. On pourra poursuivre la discussion ultérieurement, mais simplement, il y a déjà cette première constatation et qui était extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne droite entre les ancêtres, par exemple, les australopithèques et l'Homo sapiens. Bon. Donc, il y a eu des branchements variés qui ont conduit à certaines espèces ou sous-espèces, comme l'homme de Néandertal, qui n'a pas survécu à la présence de l'Homo sapiens. C'est évidemment à ce stade très difficile de faire des expériences de psychologie cognitive sur l'homme de Néandertal. À ce jour, ça n'est pas possible. Je pense que ça ne le sera jamais. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que cette espèce, pour une raison ou pour une autre, a disparu. Étant en compétition, bien entendu, avec l'Homo sapiens sapiens. Donc voilà, c'est déjà une première réponse qui n'est pas une réponse qualitative, parce que je ne suis pas capable de vous dire quelles étaient les caractéristiques psychologiques. En dépit de son gros cerveau,
Peut-être qu'il lui manquait certains aspects qui ont fait que l'Homo sapiens, lui, s'est développé et pas l'Homo. D'un autre côté, ça peut être tout à fait autre chose. Il y avait peut-être des capacités reproductives très amoindries ou moins performantes que celles de l'Homo sapiens, j'en sais rien. Sur le plan vous pourriez imaginer que le cycle menstruel ne soit pas le même. Bon, des choses comme ça, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas répondre d'une manière objective. C'est simplement pour dire que l'évolution est buissonnante. Ça, c'est une chose. Première chose. Et la deuxième est que, en ce qui concerne les capacités cérébrales de l'homme de Néandertal, le fait qu'il ait un gros cerveau ne veut pas dire qu'il ait un cerveau bien organisé. Ça, je pense que c'est une question qui est très importante. Enfin, qu'il soit bien, le mot bien n'est pas approprié, qu'il soit aussi organisé que celui de l'Homo sapiens sapiens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation absolue entre la taille et les performances cognitives, et que ce qui compte avant tout, c'est la manière dont est architecturé le cerveau. Et je pense qu'on pourrait dire que peut-être que l'Homo sapiens a eu, sur le plan, par exemple, de son développement préfrontal par rapport au reste, je pose cette question, peut-être des dispositions qui lui ont permis d'entrer en compétition favorablement par rapport à l'homme de Néandertal. Voilà, c'est une réponse un peu partielle, et si vous voulez, on pourra poursuivre la discussion ultérieurement. Jean-Pierre Changeux, merci beaucoup.